Emmanuel Macron, on a eu la conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan et auparavant le discours d'Emmanuel Macron, très très long aussi, mais il était important qu'il parle de l'Europe. Alors je posais la question dans mon sommaire, qu'est-ce qui va plus marquer les Français, Eric Nolot? Le match de foot du Variété Club ou le discours sur l'Europe? Le match de foot, sans conteste, surtout que ça fait 2 matchs caritatifs que dispute le président de la République, 2 pénaltys qu'il tire les 2 fois, avec dans les 2 cas un gardien de but qui ne fait pas tout pour arrêter la balle, je dirais, pour rester dans un registre modéré. Il y a aussi l'option, les Français ne retiennent rien du tout, Louis Dragnel, c'est qu'à la fois les élections européennes ne les intéressent pas beaucoup, et le fait que le président fasse un match de foot non plus. Ah non, mais c'est une vraie option, celle-là. L'actualité politique de manière globale, et on le voit. Même nous, quand on fait des sujets politiques, ça intéresse moins. Vous êtes chef du service politique. Oui, mais j'aimerais que ça passionne beaucoup. Bah oui. Mais de fait, c'est la réalité. La politique aujourd'hui intéresse un peu moins les Français qu'il y a une dizaine d'années. Et factuellement, c'est vrai. Et la chronique quotidienne de ce que fait le président de la République aussi a fini par un peu lasser. Il parle tellement souvent aussi que c'est vrai que la parole est moins sacralisée. Si on revient simplement quand même d'un mot sur le fond du discours, on va y revenir, mais d'abord on fait le. Parce que ça c'est important. Et je pense que ça illustre aussi une forme de lassitude des Français. Et c'était symptomatique aujourd'hui. Vous avez raison de le rappeler. Oui, le discours en 2017 de la Sorbonne était effectivement très solennel parce que c'était une époque où Emmanuel Macron était dans sa phase jupitérienne et il avait marqué les esprits. Il y avait des réactions partout dans le monde, en Allemagne, etc. Là, on a l'impression effectivement d'une parole démonétisée, même si dans le cadre de la campagne est vu l'absence de charisme de sa tête de liste européenne. Vous êtes méchant avec Valérie. Ça peut être qu'un... Comment ? Vous êtes tous très méchants avec Valérie. Mais qui aurait pu faire mieux ? Valérie Ayé, oui, c'est ça. C'est très méchant, ça. Je pense, en tout cas, ça ne peut que lui donner un peu d'air, parce qu'il est temps que Emmanuel Macron vienne effectivement redonner un peu de Je pense personnellement que le discours de ce matin aura beaucoup plus d'écho au niveau, à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale. C'est-à-dire que, pour sûr, lorsque l'on voit ce qu'il a annoncé ce matin, c'est-à-dire cet objectif de réformer en profondeur l'Europe sur un certain nombre de secteurs assez stratégiques, c'est un message envoyé plus aux leaders européens avec qui il va devoir négocier l'agenda stratégique de l'Europe pour les années à venir, fin juin, que concrètement, effectivement, un message envoyé aux Français pour tenter de les intéresser aux enjeux européens. Parce que finalement, c'était un discours très technique. Intéressant, mais voilà, c'était un discours de déclaration politique générale. Sauf que ça n'a pas été conçu comme ça. Je voyais des conseillers du président qui disaient que précisément, pour reprendre la formule, il allait parler à la Sorbonne et que donc ça permettrait que les chaînes info passent à l'Europe plutôt que de parler de Kenji Girac. Je n'ai pas l'impression que cet objectif-là ait été atteint ni sur les chaînes d'information, ni sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas certain non plus qu'il soit si entendu que ça des autres Européens, parce que, outre le fait qu'il a vraiment besoin, je ne sais pas à quel moment de sa présidence il recrutera un rédacteur en chef pour arrêter de dire en 2 heures ce qu'il pourrait dire finalement en 30 minutes, ce qui serait bien plus efficace. Non, mais les détours sur les réseaux sociaux. Dans son entourage, on se désolait. Les réseaux sociaux, c'est mal. La parole, on se désolait déjà dans son entourage de la longueur potentielle du discours méchant qu'il avait débordé comme il a fait d'habitude. Mais vous avez vu la construction du discours. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les détours sur les réseaux sociaux, c'est mal. Ou en plus, avec des vraies contre-vérités. Quand il dit que les vaccins ont été un succès européen, c'est faux. C'est l'opération Warp Speed aux États-Unis. C'est quand Donald Trump a mis des milliards de dollars sur la table. On s'éloigne. Non, on s'éloigne pas. Mais on s'éloigne pas parce que c'est le fond, Laurence. C'est le fond. C'est le fond des choses. C'est-à-dire qu'il porte un regard. Si, mais juste pour aller au bout de la phrase, il porte un regard sur l'Europe qui est très théorique et il ignore justement, et pour reprendre ce que disait Florian Tardif, il ignore la réalité de nos partenaires européens. C'est-à-dire que c'était un discours hyper français au sens où on fait l'Europe tout seul en se foutant éperdument de ce qu'en pensent les 26 autres. Sur un thème qui concerne les Français, qui est l'immigration, il a évoqué les frontières de l'Europe. Écoutez-le. Nous, plus qu'ailleurs sans doute, il nous faut une coopération européenne plus forte. C'est pourquoi, après ce pacte asile-immigration, maintenant il va falloir le mettre en œuvre, parce qu'il nous offre des instruments inédits que nous n'avions pas. L'enregistrement, le suivi et des conditions de retour vers le pays de première entrée plus efficaces. C'est déjà une avancée inédite. Mais nous devons agir avec plus de fermeté en matière de retour et de réadmission pour toutes les femmes et les hommes qui arrivent sur notre sol et qui n'ont pas vocation à rester et qui ne sont pas éligibles à l'asile. Ceci impose une vraie politique européenne et une vraie coordination.
Ça passera par davantage de coopération avec les pays d'origine et de transit, des conditionnalités plus franches et une lutte sans relâche contre le modèle économique des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. C'est à 27, et en particulier au sein de Schengen, que nous devons mener ces coopérations et bâtir ces politiques. Je ne veux pas d'une politique de naïveté. Et nous ne pouvons pas nous contenter de regarder l'inefficacité aujourd'hui de nos politiques de retour parce qu'elles sont trop divisées. Mais je ne crois pas non plus au modèle qu'on nous propose aujourd'hui, qui consisterait à trouver des pays tiers sur le continent africain ou ailleurs, où il s'agirait d'aller raccompagner des gens venus illégalement sur notre sol qui ne viennent pas de ces mêmes pays. Nous sommes en train de créer une géopolitique du cynisme qui trahit nos valeurs et qui construira de nouvelles dépendances et qui s'avérera totalement inefficace. Une géopolitique du cynisme, il tacle l'Angleterre qui a décidé d'expulser ses clandestins vers le Rwanda, Éric Nolot. Moi, je sais pas, j'éprouve deux impressions un peu contradictoires. Je me dis, si un jour ce candidat à la présidence de la République est élu, ça va changer parce qu'il a un discours quand même. Je me dis, vivement qu'il arrive au pouvoir. Raté, il est au pouvoir depuis 7 ans. Oui, c'est vrai, non, ça changerait. Puis ensuite, à la fin de la phrase, il détricote ce qu'il vient de dire en disant... La seule mesure un peu radicale qu'il faudrait, en effet, c'est délocaliser le traitement des demandeurs d'asile. Ce que fait l'Angleterre, je pense qu'on y viendra un jour ou l'autre, et qu'il y a un discours tout à fait différent. Ce qu'essaye de faire le Royaume-Uni. Ce qu'essaye de faire le Royaume-Uni. C'est pas gagné. Et j'ajoute que 67% des Français interrogés sur la question d'une possibilité de renvoi des migrants illégaux au Rwanda, ils sont favorables. Mais évidemment, mais c'est le bon sens, et souvent le bon sens est populaire. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît très important, parce que le débat, c'est quoi le débat sur l'Europe ? C'est est-ce qu'on veut davantage de fédéralisme ou est-ce qu'on veut revenir à la souveraineté des nations ? Et moi, je ne pense pas qu'il y ait une souveraineté européenne, et je ne pense pas qu'il y ait même des frontières européennes. Il n'y a pas de frontières européennes. Il y a des frontières en Italie, il y a des frontières sur tous les pays du bord de l'Europe qui reçoivent les migrants et qui, elles, effectivement, par leur géographie, sont confrontés à des flux migratoires. Et il n'est pas question... Comment vous voulez convaincre des pays comme la Hongrie, par exemple, qui ont 0 migrants, ou la Pologne, de partager le gâteau ? Ils n'ont pas envie, et on les comprend, parce que leur géographie les protège. Ils n'ont pas envie, ils n'auront jamais envie. Il faudra leur imposer par la force. Donc, par la sanction, ou par la 20 000 euros. Ou par la sanction, et donc par le piétinement de la souveraineté nationale. Et vous ne pourrez pas... Enfin, l'Europe, c'est une géographie. Et la géographie, elle ne se dissout pas dans les grands mots de souveraineté européenne. Il y a les grands discours, et puis il y a la réalité, notamment ce que vivent les gens dans la Manche. Parce que chaque semaine, il y a des gens qui tentent de traverser la Manche avec des enfants qui se noient. Ça a été le cas cette semaine. On va rejoindre Maxime Leguet, notre correspondant, depuis Wimereux, d'où est partie l'embarcation où la petite fille a trouvé la mort. Maxime Leguet. C'est ici à Wimereux que mardi dernier, 5 migrants ont perdu la vie alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui vient tout juste de ratifier un accord avec le Rwanda. Le principe est clair. Désormais, tout clandestin qui arriverait illégalement sur le sol britannique pourrait être expulsé en direction du Rwanda. Alors cet accord passé entre Londres et Kigali aura-t-il des répercussions sur la situation française ? Cela va-t-il dissuader les migrants de Calais ou de Wimereux de tenter la traversée pour rejoindre le Royaume-Uni ? La France doit-elle s'inspirer de cette décision prise outre-Manche ? Nous avons posé la question aux habitants de la région qui sont confrontés au quotidien à ces situations. Je vous propose de les écouter. On ne peut pas à la fois accueillir toute la misère du monde sur nos épaules et en même temps, c'est tellement horrible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus laisser des gens mourir. Me parlez même pas de cette décision. Je trouve ça hyper choquant. Je crois qu'il faut régler les problèmes dès le départ, avant le départ. On ne peut pas accepter tous les migrants, c'est sûr, hein, mais quand on les voit, des enfants, des femmes et tout, c'est quand même malheureux, quoi. Je pense qu'il faut renvoyer parce que si on les laisse faire, il n'y a pas de boulot parce qu'ils n'ont pas d'avenir ici. Ce qu'il faut faire, c'est quelque chose dans leur pays. Les premiers éléments de réponse sont attendus ici avec l'arrivée des beaux jours. C'est lorsque les conditions météorologiques sont plus favorables que les tentatives de traversée se multiplient. Louis de Ragnel, les Français évidemment sont confrontés à ces drames tous les jours. Bien sûr, avec à la fois les migrants qui arrivent à la frontière franco-italienne, qui arrivent aussi maintenant en Savoie, en Haute-Savoie, et puis effectivement avec cette situation qui n'est pas réglée le long des frontières de la Manche. Je rebondis simplement parce que Emmanuel Macron appelait à une meilleure maîtrise des frontières, appelait à un sursaut européen même en matière migratoire, mais en France, il avait la possibilité de faire plein de choses et il ne l'a pas fait. Je prends un seul exemple. Le 2 février dernier, le Conseil d'État a décidé que le refoulement des migrants, ce qu'on appelle la non-admission, était devenu illégal pour se conformer à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
aucun politique, aucun membre du gouvernement n'a osé remettre en question à la fois cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, mais même celle du Conseil d'État. Et la conséquence immédiate, c'est qu'on va avoir, par exemple, à horizon de l'été prochain, dans les Alpes-Maritimes, entre 20 et 30 000 migrants qu'on ne pourra pas refouler parce que la police les verra, ils seront devant leurs yeux, ils ne pourront pas les refouler, typiquement parce que le gouvernement français a décidé de ne pas intervenir sur ce dossier. Eugénie Bastier, Eric ? Non, mais moi, je pense que c'est une erreur d'aller vers davantage de fédéralisme européen et que à chaque fois qu'il y a une crise, on nous dit il ne faut pas moins d'Europe, il faut plus d'Europe. Emmanuel Macron a argué des deux crises qui sont la crise du Covid et la guerre en Ukraine pour dire qu'il fallait davantage d'Europe, alors qu'il le disait avant, comme si finalement il avait un biais de confirmation dans les crises. Je ne suis pas du tout d'accord, pas du tout sûr, et vous l'avez dit, Jean-Sébastien, que le Covid était traité plus efficacement dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Et je trouve que justement l'Union européenne a pris le pire des États-Unis, c'est-à-dire une espèce de fédération qui produit un système bloqué, un système institutionnel bloqué, qui finalement ne délivre plus de réformes structurelles. Et cette bureaucratie européenne, elle est en train d'assécher toute politique. Et elle crée la rancœur et de la frustration parce que les gens ont le sentiment de ne pas être entendus. Rapidement, Jean-Sébastien et Eric. Pour le coup, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait, cette question, faut-il plus ou moins d'Europe ? En réalité, elle est assez inintéressante. Parce que la réalité, c'est que la géopolitique, comme la géographie européenne, font que... Non, mais regardez, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. De toute façon, la question de la traversée de la Manche, elle se posera et nous devrons la gérer. Il y a des tas de sujets qui, de toute façon, qu'on les projette au niveau européen ou qu'on les projette au niveau français, il faut avoir le courage d'y faire face. C'est-à-dire que la logique que vous dénonciez, Louis, sur le Conseil d'État qui refuse l'expulsion, finalement, le retour, la non-admission aux frontières. Si la sociologie des magistrats français est la même que ceux des magistrats européens, de toute façon, nous aurons le même problème. Le sujet, c'est le courage politique. Le courage politique. Si on veut pouvoir construire une économie de guerre, si on veut pouvoir se défendre, reconstruire notre souveraineté dans différents... Ça passe déjà par le fait d'oser réformer la France. Institutionnelle de la bureaucratie européenne qui t'en prend au lobby catégoriel. Elle est plus légère que la technocratie française. Il y a plus de fonctionnaires dans la ville de Paris qu'il n'y en a au niveau européen. Non, mais attendez, un discours qui s'attaque aux racines du mal. Quid des filières organisées, quid des associations qui organisent l'appel d'air des migrants. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, c'est des mots et des mots. Voilà. Il est fort avec les mots, mais on attend des actions. Allez, 18h35, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Simon Guérin.